Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 juillet 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Me revoilà. On a une belle compétition de chemises aujourd'hui. Le vôtre est mieux. Il brille davantage. Oui. Certaines personnes préfèrent le bleu noir comme vous. Larry, permettez-moi de commencer par ce qui a été rapporté dans The Guardian. Selon le journal, les forces saoudiennes préparent une offensive majeure contre les Houthis dans le centre du Yémen. L'Arabie saoudite se prépare à une éventuelle offensive terrestre et maritime pour briser le blocus des exportations de pétrole via la mer Rouge. Et aujourd'hui, un autre article a indiqué qu'ils essayent de former une sorte de coalition en mentionnant les mêmes pays. Quelle est votre compréhension de la situation? Une nouvelle invasion terrestre, peut-être une attaque contre le Yémen. C'est simplement ce qui figure dans le rapport. Vous savez, les Saoudiens ils ont vraiment pas d'armée moderne. Enfin, ils se racontent des histoires. Ils ont une armée achetée et financée avec de l'argent étranger. Donc leur capacité à soutenir ce genre d'opération, ils feront peut-être quelques progrès au début, mais ensuite ils vont se heurter ils vont être tués par la logistique. Et la logistique les achève à chaque fois. Bon sang, ils n'ont pas réussi à vaincre Ansar Allah pendant les 10 premières années de la guerre. Qu'est-ce qui a changé? Les Saoudiens ont soudain acquis de nouvelles compétences magiques? Non. Et s'ils font ça, je pense qu'on va voir Ansar Allah intensifier ses attaques contre les infrastructures saoudiennes dans la semaine qui vient, ou à peu près. Et cette tentative de, je suppose, lever le blocus par la force, je ne vois pas comment elle pourrait réussir. Donc les Saoudiens, je pense, raisonnent avec leurs émotions et non avec la logique. Et les Houthis ont prouvé qu'ils étaient un adversaire très redoutable au cours des 15 dernières années. Que savons-nous des capacités des forces terrestres saoudiennes? Je vérifie juste le chiffre, parce qu'il ne semble pas qu'elles aient une quelconque expérience de ce type d'opération. Je ne les ai jamais vues mener des attaques au sol. Et oui, ça ne semble pas être le cas. Pensez-vous que, si elles commencent à le faire, elles vont intervenir au sol? Et comment ça pourrait-il réussir? Je ne sais pas si oui, surtout s'ils lancent une opération terrestre maintenant, en plein été, avec une chaleur extrême. Il leur faut de l'eau, rien que pour maintenir les troupes en vie. Vous savez, je pense qu'ils profèrent simplement des menaces insensées. Et puis, d'un autre côté, quand on regarde la différence de population, le Yémen a, vous savez, une population plus importante. Le pays est plus grand. Ils ont environ 8 millions d'habitants de plus que les Saoudiens. Le Yémen compte autour de 43 millions d'habitants et l'Arabie saoudite autour de 35 millions. Donc les Yéménites ont en fait un léger avantage parce qu'une plus grande part de leur population est jeune. Ils vont donc se battre. Ils ont des recrues dans lesquelles puiser. Vous savez, je pense que ce n'est que de la rodomontade saoudienne, parce qu'ils ne vont pas lancer cette opération. S'ils la lançaient maintenant, ce serait encore une fois suicidaire. Parmi ces 34 millions de personnes, je pense qu'elles ne sont pas toutes saoudiennes ou arabes. Ils ont là-bas beaucoup d'expatriés, jusqu'à 40% de la population d'Arabie saoudite. Donc la population saoudienne proprement dite, susceptible de combattre dans les forces armées, serait issue d'un vivier de 20 millions de personnes. Comment leurs forces reçoivent-elles leur formation? Qui va les former?
Est-ce que ce sont les États-Unis qui les entraînent? Ça, je ne sais pas. Je veux dire, je suis sûr qu'ils y ont reçu une formation militaire étrangère. Peut-être des Européens, peut-être les Britanniques, mais pas les Européens en général. Oui, oui, vous savez, intervenir au sol sera très difficile au Yémen. Le terrain y est loin d'être facile. Eh bien oui, non, le terrain est très difficile. C'est montagneux. Avec cette combinaison de montagnes et de désert, vous savez, les forces armées saoudiennes comptent moins de 100 000 personnes. Vous savez, l'armée britannique compte peut-être environ 75 000 soldats. Mais si vous déployez une armée de cette taille, il faut toujours lui fournir de l'eau, de la nourriture, des munitions et du carburant. Et si elle part à l'extérieur du pays, la tâche devient plus difficile. Oui. Et quand vous parlez de 100 000 hommes, cela veut dire que ce ne sont pas des forces combattantes. C'est l'ensemble de leur armée. Oui, oui. Il y aura 20% de ces personnes, peut-être 20, 30%. Peut-être entre 30 et 40%. Mais vous savez, regardez leur taille. On estime les effectifs d'Ansar Allah entre environ 140 000 et 200 000. Ils sont donc plus nombreux. Et là encore, pour une force offensive comme le seraient les Saoudiens, il faut normalement un avantage de 3 contre 1. Cela signifie qu'il leur faudrait environ 300 000 à 400 000 soldats face aux Houthis. Ils ne les ont pas. Donc c'est absurde. Mais ils sont en train de... Ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient créer cette nouvelle, comme ils l'appellent, vous savez, coalition ou quelque chose comme ça. Tous ces pays qui se réunissent, oui, ils l'appellent la coalition multinationale de défense maritime. Oui, donc on verra si ça aboutit vraiment à quelque chose. C'est très intéressant. Il y a l'Égypte, le Pakistan, la Turquie, Bahreïn, le Koweït, le Qatar. Donc pas les Émirats arabes unis. Mais vous savez, vont-ils constituer une force navale conjointe pour s'en prendre à l'Iran? Je ne pense pas. Et s'ils pensent avoir assez de poids pour s'en prendre aux Houthis, bonne chance. Les États-Unis n'ont pas réussi à le faire. Ces pays pensent que même s'ils s'unissent tous, comme le Nigeria. Oh, la puissante marine nigériane. Mon Dieu, attention à la marine nigériane. Les voilà qui arrivent. Et franchement, c'est pareil pour la marine pakistanaise. C'est un peu une blague. Je pense que le fait que le Pakistan se joigne à ça va rendre très difficile pour lui de continuer à jouer le rôle de médiateur avec l'Iran dans les pourparlers de paix. Je pense que l'Iran va se tourner vers eux et dire « Mais qu'est-ce que vous faites, bon sang? Platter même, you turs to une partie. » Leur ministre de la Défense a rencontré Donald Trump mercredi. Selon ce qu'a rapporté Axios, il aurait dit vouloir désamorcer l'escalade. Ils ne veulent pas d'escalade avec l'Iran. Mais comment imaginer qu'ils s'en prennent au Yémen, tout en voulant désamorcer l'escalade avec l'Iran? À mon avis, cela n'a aucun sens pour les Iraniens. Oui, le contrôle iranien du détroit d'Ormuz. Mais vous savez, en réalité, aujourd'hui, le détroit d'Ormuz serait ouvert sans le blocus américain. Mais il ne serait ouvert qu'aux pays qui respecteraient les règles fixées par l'Iran. Et les règles iraniennes, c'était, vous savez, fournir le nom du capitaine, le nom du navire, le nom du propriétaire, la destination,
la cargaison et les nationalités de l'équipage. Donnez-nous toutes ces informations, parce qu'ils veulent simplement s'assurer que rien ne va en Israël. C'est tout. Il y a un gouvernement du Conseil présidentiel de direction yéménite qui coopérerait avec l'Arabie saoudite et avec cette coalition qu'ils sont en train de former. Je ne sais pas qui sont ces gens. En gros, ce sont les types qui combattent Ansarullah au Yémen. Oui, c'est qui? Le gouvernement du Conseil présidentiel de direction yéménite. Oui, oui. Ils font partie de la coalition qui... Et ils ont perdu. Ils ont perdu au cours des 10 dernières années, d'accord? Donc ils n'ont pas vaincu les Houthis. Et j'ai reçu un message assez désagréable de la part de certains types qui disaient « Oh, vous ne devriez pas appeler les Houthis Ansar Allah. Franchement, oh, bon sang, vous allez arrêter ?» On essaye de... Vous savez, cette personne est peut-être vraiment plongée dans toutes les nuances du sujet. Mais voilà, quand on dit les Houthis, oui, j'emploie ce terme de façon interchangeable avec Ansar Allah. Et certains diront, oh, c'est scandaleux, vous ne pouvez pas faire ça. Eh bien, tant pis, je le fais. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Quelle différence? J'utilise habituellement les deux termes, Houthi et Ansar Allah. C'est la même chose. On parle des gens, oui, oui. Même en Iran, dans les médias persans, ils disent Houthi, ils disent Ansarullah. À mon avis, c'est pas si important que ça d'insister là-dessus. Larry, que pensez-vous de ces attaques qui ont lieu? L'une d'elles visait l'Arabie saoudite. Personne, d'une certaine manière, n'en revendiquait la responsabilité. Puis il y a eu les deux attaques de drones contre des navires américains en Égypte, dont le New York Times a rapporté que c'était l'Iran. Peut-être que l'Iran était derrière ce genre d'attaque. Ensuite, le ministre iranien des Affaires étrangères est intervenu. Il a déclaré que l'Égypte est considérée comme une amie et un partenaire important dans la région, et que sa sécurité constitue pour nous une priorité absolue. Nous devons rester vigilants face aux manœuvres israéliennes et aux opérations sous fausses bannières qui visent à compromettre la paix régionale. Oui, c'est justement ce que j'allais dire, je pense. On ne peut pas écarter la possibilité que certaines de ces prétendues attaques attribuées aux Houthis ou à des groupes irakiens liés à l'Iran soient en fait des opérations sous faux drapeau menées par des acteurs agissant pour le compte d'Israël. Pourquoi Israël ferait-il ça? Eh bien, plus Israël peut semer le trouble en empêchant les Saoudiens et les Iraniens de coopérer, plus Israël y verra son intérêt. Donc, on ne peut pas exclure que ce soit l'un des éléments qui se joue en coulisses ici. L'Égypte, Al-Sisi, en Égypte, a déclaré « Nous avons lancé une enquête approfondie pour déterminer l'origine du drone qui a frappé l'Égypte, vous savez, leur port. Mais nous n'avons rien vu de tel en Arabie saoudite. Je ne sais pas si l'Arabie saoudite. Ils ont dit avoir présenté au gouvernement irakien les documents, les preuves que les Irakiens avaient attaqué leur installation. Voyons ce qui se passera dans ce nouveau cas en Égypte. Est-ce qu'ils vont produire une quelconque preuve? Je ne vois pas l'Iran. Pourquoi l'Iran aurait-il besoin d'attaquer l'Égypte? Ils ne font pas partie du jeu. Oui, c'est pour ça que je dis que celui-là en particulier me paraît suspect. Encore une fois, on essaie de monter ça en épingle en disant « Oh, regardez, l'Iran étend ses attaques. » Et vous savez, on ne peut pas exclure qu'Israël soit derrière ça. Il y a deux éléments. Benjamin Netanyahu a dit que sa rencontre avec Donald Trump avait été extraordinaire. Il était d'accord avec tout. C'était la meilleure rencontre qu'il ait jamais eue avec Donald Trump. D'un autre côté, quand Donald Trump a été interrogé sur Fox News,
Comment voyez-vous les nouvelles preuves, les nouveaux renseignements des Israéliens apportant de nouvelles informations selon lesquelles vous pouvez frapper la montagne de Pickaxe et tout détruire? Il a répondu qu'il savait ce que Bibi essayait de faire. Il essaie de me manipuler, de me mettre la pression pour que je fasse quelque chose. Il a dit qu'il voulait me garder dans le combat sur Fox News. Oui. Eh bien, vous savez, je pense que Trump commence un peu à se réveiller parce qu'il reconnaît les problèmes économiques qui se profilent à l'horizon. Et sa popularité, je pense, est en baisse, genre à 27, 30. Enfin, elle était à 34%. Donc il est extrêmement impopulaire et ça continue de baisser. Remarquez que lorsque Bibi est arrivé aux États-Unis, on ne lui a pas déroulé le tapis rouge. Il n'y avait pas de délégation américaine pour l'accueillir et le saluer. C'était plutôt « vous êtes là ». D'accord, allez, on va à la Maison-Blanche. Larry, avez-vous le sentiment que la guerre est d'une certaine manière en suspens, qu'elle peut reprendre à tout moment? Et que savons-nous de l'état d'esprit à Washington aujourd'hui, à mesure que le temps passe? Eh bien, j'allais dire que, jusqu'à présent, l'armée américaine, vous savez, les missiles, les frappes lancées hier, ça ne semblait pas montrer beaucoup d'enthousiasme ou d'intensité. On avait plutôt l'impression que, bon, il faut le faire, vous savez, on va cocher la case, on l'a fait. Et de la même manière, la réponse de l'Iran est assez modérée. Je n'ai pas vu de frappe majeure. Donc, vous savez, l'attaque de l'autre jour contre la Jordanie a toujours été décrite comme une attaque non provoquée, mais je crois que les Iraniens avaient certains renseignements. Les États-Unis se préparaient à lancer une opération contre l'Iran en utilisant des moyens basés là-bas, à Muwafaq Salti, et l'attaque iranienne a perturbé cela. Aujourd'hui, les États-Unis affirment « Oh, nous avons abattu tous les missiles, je n'y crois pas une seconde. » Enfin, je pense que c'est du pipeau. Mais bon, peu importe ce qu'ils ont détruit ou endommagé, apparemment, cela a bien perturbé les opérations américaines. Donc, on verra. Mais la guerre continue. Elle ne s'est pas arrêtée. C'est juste qu'elle n'est pas à une intensité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que franchement, les États-Unis ne pourraient pas maintenir une telle intensité pendant une semaine environ. Je pense que nos moyens seraient vraiment poussés à leurs limites. Que sait-on, disons, des éventuelles négociations entre l'Iran et le Pakistan, entre l'Iran et le Qatar? Parce qu'hier, c'est rapporté aujourd'hui, l'un de ces navires qataris transportant du GNL a traversé le détroit d'Ormuz après plus de 3 semaines. Aucun navire n'y était passé. Hier, c'était la première fois que l'Iran a laissé cela se produire, et le navire a emprunté la route iranienne pour passer. Et pensez-vous que ces deux pays, j'imagine qu'Oman, en raison de ce commerce, rejoint les médiateurs? Comment voyez-vous ce volet? Selon vous, se passe-t-il quelque chose d'important dans les discussions, dans les messages échangés? Oui. Vous voulez dire entre le Pakistan et l'Iran? Oui, je parle de ce qui se passe entre le Qatar et l'Iran, entre l'Iran et le Pakistan, entre l'Iran et Oman. Nous savons que les négociations entre l'Iran et Oman comptent parmi les plus importantes en cours actuellement. Oui, eh bien, l'Iran et Oman discutent. Jusqu'à présent, ils ont dit que les discussions étaient productives, mais nous n'en avons vu aucune conclusion. Le Pakistan continue de jouer ce rôle de médiateur, mais je pense que sa crédibilité a vraiment été entamée maintenant en rejoignant la coalition saoudienne. Parce que l'Iran peut arriver et dire « Hey, attendez une seconde, vous êtes essentiellement unis contre nous, vous n'êtes pas là. » Donc,
Vous savez, de ce point de vue-là, je vois bien que l'Iran va les exclure. Vous savez, je pense que le Pakistan s'est vraiment fait du tort dans cette affaire. Oui, mais je ne vois pas le Pakistan faire partie, vous savez, du pacte militaire entre le Pakistan et l'Arabie saoudite. Quel en a été le résultat jusqu'à présent pour l'Arabie saoudite, par exemple? Eh bien, encore une fois, ça existe sur le papier, mais alors, ça n'a pas conduit les Pakistanais à déployer des troupes. Ils n'ont pas menacé le Yémen. Donc c'est comme s'ils avaient conclu cet accord avec l'Arabie saoudite, mais qu'ils n'avaient rien fait pour le respecter. Parce que dans le cas de l'Arabie saoudite, ils s'en servent pour attaquer l'Iran, pour attaquer d'autres pays. Alors comment peut-on inclure cela dans le pacte militaire avec le Pakistan? Cela veut dire qu'ils vont attaquer d'autres pays et que le Pakistan va se battre en leur nom. Je ne sais pas, je n'en ai pas vu les détails. Donc vous savez, c'est ça le problème. Quel engagement concret cela implique-t-il? Et qu'est-ce que le Pakistan va réellement faire pour s'y conformer? Il me semble, Larry, que nous assistons à d'importantes divisions entre le Qatar et l'Arabie saoudite. Je pensais qu'ils allaient être sur la même ligne concernant l'Iran, les négociations, les pourparlers. Mais on voit que le Qatar se démarque d'une certaine manière de l'Arabie saoudite. Même de l'Arabie saoudite, pas des Émirats arabes unis. Les Émirats sont loin de ces deux pays en ce qui concerne leur proximité avec Israël, et leurs politiques sont bien plus proches des politiques israéliennes. Et même parmi les pays de la région, je parle du Qatar et de l'Arabie saoudite, on voit la division. On voit une sorte de compréhension entre eux, et aucune unité ne se dessine. Non, non. Je veux dire, oui, les Saoudiens me font un peu penser à un homme qui se noie, qui s'agite dans tous les sens et essaie de s'accrocher à n'importe quoi pour rester à flot. J'appellerais ça des manœuvres diplomatiques désespérées. Et pourtant, comme nous en avons parlé hier, ils ont lancé cette attaque en Irak contre ces milices soutenues par l'Iran, je dirais soutenues par l'Iran. C'est peut-être pas tout à fait le terme exact, mais ça donne une idée aux gens. Et puis les Houthis, je veux dire, les Houthis ou Ansar Allah comme les Irakiens peuvent faire énormément de dégâts à des infrastructures que les Saoudiens ne peuvent pas se permettre de perdre ou de voir endommagées. C'est pour ça que je ne comprends pas ce qu'ils font. L'attaque iranienne, ils ont dit avoir touché certaines cibles, des cibles importantes. Ils ont affirmé que des F-16, des F-18 ou des F-35 en Jordanie avaient été touchés lors de la dernière attaque. Puis aujourd'hui, le CENTCOM a déclaré que cela n'avait rien à voir avec la réalité. Ils n'ont rien touché là-bas. Oui, je pense que le CENTCOM ment. Et on les a déjà vus mentir sur les pertes. Encore une fois, ils ont essayé de dire « rien n'a été touché ». Mais on a vu des vidéos montrant au moins un impact en Jordanie, et d'autres vidéos semblent en montrer au moins 2. Donc vous savez, l'amiral Brad Cooper s'est vraiment énervé et a diffusé un avertissement interdisant les téléphones portables. Aucun de ces militaires ne peut avoir de téléphone portable. Je comprends ça. Mais ce qui l'énerve, c'est que des gens publient des vidéos qui montrent en réalité plus de dégâts que ce que le CENTCOM affirme. Il dit que c'est un problème de sécurité opérationnelle. Et vous savez, ce n'est pas complètement absurde. Mais ça touche aussi au moral des soldats. Ça les énerve, surtout les pilotes de l'armée de l'air. Je veux dire, bon sang,
Ils veulent avoir leurs réseaux sociaux. Pense-t-il que l'Iran pirate d'une manière ou d'une autre les comptes de ses soldats ou obtient des informations de leur part? Ou peut-être que ce sont eux qui publient des messages? Je veux dire, c'est ce qu'ils pensent. Encore une fois, je crois que les Russes et les Chinois, même si les Chinois le nient, fournissent des renseignements à l'Iran. Et l'hypothèse, en quelque sorte, c'est que cette publication américaine sur les réseaux sociaux donne à l'Iran des informations sur les dégâts causés par les frappes. Mais ces informations, ils les obtiennent des Russes et des Chinois. Ils ont des satellites qui leur fournissent ces informations. C'est simplement qu'en général, on préfère maintenir le public américain dans l'ignorance pour qu'il ne se rende pas compte de l'ampleur réelle des dégâts infligés. Je crois que c'est ce qui se passe. Donald Trump s'est vu présenter lors d'une réunion deux options. L'une est l'option militaire, l'autre, ce sont les discussions. Les options militaires ne semblaient pas vraiment trouver d'écho auprès de Donald Trump. Il semble qu'il n'obtienne pas, par la voie militaire, ce qu'il cherche à obtenir avec les options qui lui ont été présentées. L'autre possibilité serait donc les discussions. Mais rien ne se passe dans les discussions. Il envoie des messages. Selon vous, quelle est la voie à suivre pour lui? Quelle serait la meilleure option pour lui, à votre avis? What would be the best option for him, in your opinion? Eh bien, il n'aime pas la meilleure option. Non. C'est comme si vous aviez un cancer de la prostate. Vous devez suivre un traitement contre le cancer. Personne n'a envie de faire ça. Mais l'alternative, c'est que si vous pouvez être soigné et ne pas en mourir, alors vous allez devoir prendre sur vous et le faire. Et c'est en quelque sorte la situation dans laquelle il se trouve. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre l'Iran militairement sans subir des pertes énormes, ou au moins courir le risque de pertes énormes, ainsi que de très graves répercussions économiques négatives. Donc au lieu de ça, il faut se demander, existe-t-il une solution négociée? Et la réponse, c'est oui. Ça ne leur plaira pas. Mais premièrement, levez le blocus. Acceptez le fait que l'Iran va imposer un péage, des frais d'utilisation, appelez ça comme vous voulez, aux navires qui entrent et sortent du détroit d'Ormuz. Et ils partageront cet argent avec Oman. C'est ça l'accord. Mais ils ne vont pas laisser Oman les rouler et permettre aux navires de passer sans être inquiétés. Ça n'arrivera pas. Ils doivent lever les sanctions, rétablir l'Iran dans un statut commercial pleinement normal. Et alors, en échange, je pense que l'Iran serait disposé à conclure un accord garantissant aux États-Unis qu'il ne construira pas d'armes nucléaires. Mais les États-Unis refusent d'accepter ça. Ils veulent cette garantie d'emblée. Nous voulons l'assurance que vous ne construirez pas d'armes nucléaires avant de relâcher la moindre pression sur vous. Eh bien, l'Iran va répondre, « Allez vous faire voir. Vous nous avez menti à plusieurs reprises par le passé. On ne tombera pas dans ce piège une fois de plus. » Le vieux coup de la banane dans le pot d'échappement. Non. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré dans une récente interview qu'une partie des avoirs iraniens gelés avait été versés sur leur compte au Qatar. Mais le problème, c'est, vont-ils pouvoir les utiliser? Les Series l'argent sur leur banque, vous savez. Oui, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir les utiliser. Après tout, ils doivent passer par le système bancaire dominé par les États-Unis. Ils sont sur leur compte, mais ils ne vont pas pouvoir les utiliser. Je pense que c'est, d'une certaine manière, Larry, est-ce qu'il est possible de... Il y a deux options. À mon avis, le chaos ne fait que s'étendre. Et ces pays,
Ces pays arabes du Conseil de coopération du Golfe savent que la poursuite de ce chaos ne va rien apporter de bon à leur économie, rien de bon à leurs dirigeants. Nous savons que ces gens ne se soucient pas tant que ça de leur population, mais ils se soucient de leur position, de leur pouvoir et de leur économie. Parce que, quand on parle de l'Arabie saoudite et de son économie, on parle, vous savez, d'une poignée de personnes qui détiennent tout l'argent en Arabie saoudite. C'est pour ça que je pense qu'ils s'en préoccupent. Ils ne veulent pas étendre la guerre. Et comment cela va-t-il aider l'ensemble du processus de discussion dans la région à faciliter ces discussions? On ne peut pas écarter l'influence des États-Unis, notamment par leur contrôle du dollar américain. Les Saoudiens ont beaucoup d'investissements libellés en dollars américains. Et vous savez, ils apprécient aussi le mode de vie occidental. Ils prétendent être des musulmans très stricts, pas les dirigeants, mais les fêtards. Vous savez, un prince saoudien est mort d'une overdose à Londres la semaine dernière, ou celle d'avant. Il avait fait plusieurs séjours en cure de désintoxication. Or, en islam, la consommation de drogue et d'alcool n'est pas autorisée. Mais lui, il est spécial. C'est un prince saoudien. Vous savez, les princes saoudiens peuvent plus ou moins faire tout ce qu'ils veulent. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a des années, avec Pat Lang, quand Pat était encore en vie, nous avons fait un voyage à Londres. Nous avons rencontré quelqu'un qui avait été l'une de ses anciennes sources de renseignements. C'était un homme d'affaires très riche. Il était considéré comme un descendant du prophète. Donc on ne parle pas d'un type purement séculier. Enfin, il se disait musulman fervent, mais bon sang, ce soir-là, au dîner avec nous, il avait des bouteilles de vin à 400, 500 $. Oh, Larry, les informations selon lesquelles l'Ukraine aurait des forces spéciales, des cellules spéciales en Syrie, semblent sérieuses. Les Ukrainiens le nient, mais il semble qu'ils aient une forme de présence en Syrie. Je ne sais pas ce qu'ils y font, quelle est leur mission, ni pourquoi Zelensky fait cela. Je ne sais pas s'il a dit ça pour se faire bien voir ou quoi, mais c'est ridicule. Vous savez, ils ont besoin de ces troupes chez eux, pas en... Enfin, qu'est-ce qu'elles vont faire en Irak? Peut-être déstabiliser le gouvernement irakien? D'accord. Vous savez, si le gouvernement irakien est déstabilisé, on ne reviendra pas à l'époque de Saddam Hussein du parti Baas quand la minorité sunnite contrôlait le pays. La majorité chiite est là. Elle continuera à contrôler ce pays. Et cette attaque lancée l'autre jour par les Saoudiens et les États-Unis, vous savez, je pense qu'elle a renforcé la colère du peuple irakien contre les États-Unis. Enfin, les États-Unis les ont attaqués il y a plus de 23 ans. Beaucoup ne l'ont pas oublié. Réfléchissez-y. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 30 ans. Ils n'avaient que 7 ans lorsque les États-Unis ont envahi le pays. Ce sont désormais des adultes à part entière. Je ne sais pas à quel point ça leur laisse un goût amer, mais je vous garantis que les personnes de 40 ou 50 ans s'en souviennent, et pas avec plaisir. Donc, ce qui est clair, c'est que les États-Unis perdent le contrôle. Et je viens de voir une alerte sur mon écran. Le gouvernement égyptien nie que cette attaque contre le pétrolier ait été menée par l'Iran. Israël, je pense que ce sont eux qui l'ont fait. Oui. Vous pensez que s'ils partons du principe qu'ils découvrent que c'était Israël, est-ce que cela entraîne un conflit direct ou est-ce que cela implique les États-Unis? Parce que si c'était Israël, alors cela concerne les États-Unis et Israël. Et ils doivent...
Oui, mais souvenez-vous, Sisi est une pute, un prostitué, très bien payé par les États-Unis, et il veut pas. Enfin, il aime plus son argent qu'il n'aime son pays. Vous savez, quand on vous achète, qu'on vous paie et que vous renoncez à vos valeurs, c'est ça la définition d'un prostitué. Je suppose que les États-Unis, Donald Trump, ne les laisseront pas publier ou divulguer cette information s'ils découvrent que c'était Israël. C'est pour ça que je l'ai fermé. Mais comme je l'ai dit, tenez, je vais vous le donner. Juste une citation. Voyons voir. D'accord. Parce que les Américains diraient, si Israël attaque nos navires en Égypte, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, oui. Voyons voir. Où est-ce que c'est? Oui, le voilà. Un responsable égyptien. Le Caire ne considère pas l'Iran comme responsable de l'incident de Damiet. Le ministre égyptien de l'information, dans une interview accordée à Al Arabiya, a démenti l'affirmation du Wall Street Journal selon laquelle le gouvernement égyptien tient l'Iran pour responsable des attaques de drones contre 2 navires dans le port de Damiet. Or, un autre responsable égyptien a été cité comme ayant déclaré « Oh, nous allons devoir riposter à ça, c'est scandaleux. » Mais vous savez, en fait, oui, c'était Amradib qui disait que la réponse égyptienne devait être forte, violente et claire, dirigée contre les partisans de la retenue, de la sagesse et du silence extrême. Il n'est pas impossible de connaître la source des drones. Frappez-la encore plus durement pour que nous ne recevions pas de nouveaux drones. C'est un cas de légitime défense. Personne ne vous arrêtera, ni ne vous demandera de compte au regard d'une quelconque loi. Quiconque veut du mal à l'Égypte doit en payer le prix fort. Eh bien, il s'avère que c'est Israël. Alors je pense que l'Égypte a dit, d'accord, nous allons devoir frapper Israël. Je ne pense pas qu'ils le feront, mais vous savez quelles sont les chances que l'Iran lance ce genre d'attaque contre l'Égypte? Pourquoi? C'est vraiment trop provocateur. Ils ont déjà suffisamment à faire dans le golfe Persique. Ils n'ont pas répondu à l'Ukraine. Ils ont dit, nous sommes tellement concentrés sur... Enfin, en réalité, ils étaient prêts à répondre à l'Ukraine. Et vous avez vu qu'après la rencontre entre Zelensky et Trump, le ministre des Affaires étrangères a ensuite appelé Araghchi pour s'excuser. Donc même Trump a désamorcé une possible frappe de représailles iraniennes en disant en gros aux Ukrainiens « Vous êtes une bande d'abrutis, ne recommencez pas et excusez-vous ». Un nouveau rapport préliminaire fait état d'un incident à Bab el-Mandeb. Il semble que les Houthis aient touché un autre navire, un autre pétrolier, à Bab el-Mandeb. Voyez-vous un scénario dans lequel les États-Unis feraient la même chose, c'est-à-dire une nouvelle opération avec l'Arabie saoudite au Yémen? Eh bien, encore une fois, ces premiers rapports arrivent. Voyons si les Houthis revendiquent l'attaque. D'habitude, ils le font quand ils en sont responsables. S'ils ne l'ont pas fait, alors il faut se demander, est-ce que quelqu'un essaye de provoquer un incident pour justifier davantage d'interventions militaires? C'est une possibilité. Oui. Le problème, Larry, pour revenir au cas des Ukrainiens en Irak, à mon avis, ce qui est si dangereux là-dedans, c'est que toutes ces cellules en Irak, cela veut dire qu'elles font quelque chose contre l'Iran. Il ne s'agit pas de l'Irak. Si elles sont là, cela signifie qu'elles coopèrent avec Israël et qu'elles font quelque chose en Irak en faveur des politiques israéliennes. Et c'est pour ça que je pense que c'est si dangereux. Après tout, si l'Iran n'a pas attaqué l'Ukraine à cause de cet appel téléphonique, il va l'attaquer
à cause de ce que les forces ukrainiennes essayent de faire en Irak. Oui. Eh bien, encore une fois, oublions les forces ukrainiennes. Je veux dire, elles ne comptent pas. Leur pays manque actuellement de main-d'œuvre militaire en Ukraine. Donc s'ils envoient des effectifs hors de leur pays, ce sont des effectifs qui ne peuvent pas se permettre de perdre. Mais qu'est-ce qu'ils vont accomplir? Ils ne sont pas assez nombreux. Ils vont commencer un combat avec certaines de ces milices. Très bien. Vous allez tuer davantage de soldats ukrainiens. Il y a un article, Larry, dans The Guardian, qui indique que la Russie a détruit une usine américaine à Kiev et qui fournit ses drones à l'Ukraine, à Kiev. Est-ce que c'est l'un des groupes du complexe militaro-industriel, l'un des plus connus? Je suis sûr que les Britanniques sont impliqués là-dedans. Oui, peut-être les Allemands. Mais regardez, hier soir encore, on disait que la Russie avait lancé sa plus grande attaque de missiles et de drones jamais menée. Bon sang, ça fait presque 3 semaines qu'ils annoncent chaque nuit que c'est la plus grande attaque jusqu'à cette date. Donc la Russie ne recule pas du tout. Elle frappe ses cibles de manière très intensive et elle affaiblit l'Ukraine. Il ne s'agit pas de faire exploser un distributeur de produits de consommation. Et l'idée derrière ça, c'est « Oh, si on fait suffisamment souffrir la Russie sur son territoire, ils vont se soulever et renverser Poutine. » Voilà une stratégie brillante. Débarrassons-nous du seul type à qui l'on reproche de ne pas être allé jusqu'au bout, de ne pas avoir réduit l'Ukraine en miettes. Et mettons à sa place quelqu'un qui sera bien plus dur, bien plus agressif, et qui, franchement, pourrait même utiliser des armes nucléaires contre l'Europe. Oui, faisons ça. C'est logique. Encore une fois, on revient à notre point de départ. Quelle est la stratégie? Quel est l'objectif? Il a été dit que Donald Trump n'a pas ça. C'est ce qui a été mentionné dans le Wall Street Journal. Ils disent qu'ils ne voient aucune stratégie de la part de l'administration Trump. C'est l'un des principaux problèmes qu'ils soulèvent. Même avec ces initiatives, ces nouvelles options qu'ils ont présentées à Donald Trump, tout tourne autour de manœuvres tactiques sur l'Iran. Il ne s'agit pas d'une stratégie de long terme qui permettrait d'atteindre tous ces objectifs. Est-ce si difficile pour Donald Trump d'accepter que vous avez déclenché une guerre? Vous aviez des objectifs, vous n'avez pas pu les atteindre. Il doit admettre qu'il a tort. Ça remonte à avant votre époque, mais il y avait une série télévisée dans les années 70 qui s'appelait Happy Days. Il y avait un personnage qu'on appelait le Fonz, interprété par Henry Winkler. Il jouait un dur à cuire italien. En réalité, c'est un juif, vous savez, un juif. Mais c'était l'un de ceux qui, soi-disant, ne pouvait pas dire le mot tort. Et parfois, il disait « j'avais t-t-t ». Vous savez, il n'arrivait pas à dire le mot tort. C'est Donald Trump. Donald Trump est incapable d'admettre une erreur, incapable d'admettre qu'il a fait quelque chose de stupide. Je veux dire, même aujourd'hui, alors qu'on a de nombreuses preuves, comme avec le Covid, le vaccin est un désastre. Le vaccin ne marche pas. Ce n'est pas un vaccin légitime et il cause de graves dommages physiques. Et pourtant, Trump continue d'insister « Mec, j'ai fait un miracle ». L'opération Warp Speed, ou quel que soit son nom, a produit ce vaccin qui ne marche pas. Et il en est toujours fier. Donc, si vous vous attendez à ce qu'il soit différent concernant l'Iran, à ce qu'ils disent « Bon, d'accord, on s'est planté », ce cheval-là ne va pas changer de couleur. Personne aux États-Unis ne se soucierait de Larry.
Imaginons qu'il annonce demain qu'il va quitter l'Asie occidentale, qu'il va se retirer de ce chaos. Qui s'en soucierait aux États-Unis? Les gens peuvent très bien l'ignorer. Vous vous trompez sur ce point, mon ami. No, Nima, you're wrong on that, my friend. You've got. Vous avez tout un tas de responsables politiques républicains et démocrates sionistes qui sont sur la fiche de paie et ils ne lâchent pas l'affaire. They're not letting this go. Oui, je parle essentiellement du peuple américain. Je ne parle pas des lobbies, des sionistes. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Mais le peuple américain, les électeurs, ça ne les intéresse pas. Ils ne savent pas ce qui se passe. Leur vie n'a pas été tellement affectée par la guerre. Ils ressentent une certaine pression à cause du prix du pétrole. C'est tout. C'est tout ce qu'ils savent de la guerre au Moyen-Orient. Right. Yeah, C'est vrai, oui, mais c'est une chose que l'opinion publique américaine se retourne contre Trump. En revanche, les responsables politiques qui prennent les décisions, qui reçoivent de l'argent du lobby sioniste, ne suivent pas ce que disent les politiques, ni ce que dit l'opinion publique. They're not following what the politicians are saying or what the public's saying. Oui, Larry, il y a peut-être chez certaines personnes une forme d'optimisme concernant des discussions ou des négociations, une sorte de stratégie à long terme des États-Unis vis-à-vis de la Russie et de l'Iran. Vous savez, pendant la guerre en Ukraine, j'ai appris cela à propos de la Russie, parce que nous connaissons ces gens-là. Ils sont présents, même au sein de l'administration Poutine, et ils pensent pouvoir améliorer les relations entre la Russie et les États-Unis. La même chose se produit dans le cas de l'Iran. Ces personnes s'affaiblissent à l'intérieur de l'Iran, mais elles sont toujours là. Et en regardant la guerre, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Lindsey Graham parlant de la guerre et de la manière dont elle va, d'une certaine façon, les aider dans le cas du gouvernement iranien. Ils vont tout faire s'effondrer à l'intérieur de l'Iran. Et il parle avec Jake Sullivan au téléphone en décrivant comment cela va se dérouler pour eux, pour les États-Unis. Et voici ce qu'il a dit. Eh bien, pour être honnête avec vous, je pense que d'ici 3 à 4 semaines, nous devrions les mettre dans une situation où ils commenceront à perdre le contrôle de certaines villes. Et ce que nous essayons de faire, c'est simplement de faire tomber quelques villes au cours du mois prochain, d'impliquer plus ouvertement les Arabes dès demain ou d'ici la fin de la semaine, et d'avoir un élan presque irréversible. Et ce téléphone avec Jake Sullivan. Yeah. Hey, magical thinking. Oui, une pensée magique. Ça n'a pas marché. Voilà ce qu'il en est de la compétence de Lindsey Graham comme analyste militaire. Bien sûr, maintenant, ça n'a plus d'importance. Vous savez, il est enterré. Donc si cet esprit d'illusion perdure chez Richard Blumenthal et d'autres, c'est un problème. C'est pourquoi je pense que ces gens doivent comprendre qu'il n'y a aucune différence entre les républicains et les démocrates. Leur politique à l'égard de la Russie et de l'Iran est la même. Est-ce une conclusion juste? Oui, Il n'y a aucune différence entre les républicains et les démocrates quand il s'agit de la Russie et de l'Iran. Correct. Yeah. Well, oui. Enfin, au moins sur la Russie, il n'y a pas de vraie différence. Sur l'Iran, il y en a un peu une au moins. Les républicains continuent de soutenir Trump pour poursuivre l'opération militaire. Davantage de démocrates disent « c'est stupide, il faut qu'on sorte de là ». Ce qui forcera les États-Unis à changer de politique, ce seront les répercussions économiques.
Le prix du diesel et du carburant aviation continue d'augmenter. Le prix de l'essence va continuer à monter parce qu'aucun répit ne se profile à l'horizon. Je pense qu'au final, ça pourrait être la principale raison pour Donald Trump s'il décide de le faire. Le prix du pétrole, l'économie. Oui, c'est ce que je dis. Ce sera l'économie. Mais il a aussi prêté attention aux sondages, ou du moins certains membres de son équipe, et ils vont devoir lui annoncer la mauvaise nouvelle. Franchement, tu te fais écraser. Comment voyez-vous la situation entre J.D. Vance et Rubio? Selon vous, qui Donald Trump va-t-il soutenir si l'on part du principe qu'il se prépare pour 2028? Ça dépend des semaines. Une semaine, ce sera Rubio, une autre, ce sera Vance. On verra. Je pense que Vance comprend à quel point la situation est désespérée et peut devenir grave si ça continue. Et Rubio, lui, continue simplement de flatter la galerie auprès des sionistes. Et à un moment donné, je pense qu'être lié aux sionistes va devenir politiquement inacceptable. On ne peut pas continuer comme ça. Ils savent qu'ils font partie de l'administration. Je pense que Donald Trump va transmettre les deux guerres. Elles seront laissées au prochain président. Eh bien, je ne pense pas que ces guerres vont durer aussi longtemps, en particulier la guerre en Ukraine. Elle ne va pas durer longtemps du tout. Je veux dire, je sais que l'intensité va retomber. Elle ne va pas augmenter. Elle va décroître et diminuer. Mais je parle de l'éventualité d'un accord. Je ne vois pas Donald Trump être celui qui conclurait un accord avec la Russie ou l'Iran. Oh non, il conclura un accord. Vous savez, Trump, s'il peut obtenir un accord, il y sera peut-être contraint contre son gré. Mais les circonstances l'y obligeront. Donc vous savez, il ne sera pas incapable de conclure un accord. Mais la question c'est, respectera-t-il cet accord? Ça, vous savez, c'est une toute autre affaire. Larry, quel est le lien? Parce que ceux qui défendent Rubio, on sait que la famille Adelson l'a soutenu pour qu'il devienne secrétaire d'État. Il voulait qu'il soit vice-président des États-Unis. Et concernant J.D. Vance, certains disent que les mêmes forces sont derrière lui. Peter Thiel le soutient. Peter Thiel n'est pas dans la même catégorie que les Adelson. Ce n'est pas le même genre de sioniste acharné qu'eux. Et s'il l'était, et si c'était sa motivation, alors J.D. Vance ne jouerait pas ce rôle-là. Je veux dire, J.D. Vance s'est réellement opposé à ce que la politique américaine soit abandonnée aux sionistes. Mais Rubio, lui, est dans le camp opposé, oui. Oui, c'est intéressant. Merci, Larry. Très bien, merci beaucoup. Je dois y aller. À bientôt. Ouais, à plus tard. Salut, à plus tard. Bye.